Alors, ce qu'on a vu avant, c'est le cas typique de l'hérédité autosomique dominante. Alors évidemment, il y a certaines particularités de cette hérédité autosomique dominante. Et parmi les particularités, il y a ce qu'on appelle les mutations récentes, la pénétrance incomplète, l'expressivité variable, les mosaïques gonadiques et le phénomène d'anticipation. Alors, on commence par la mutation récente, qu'on appelle aussi mutation de novo ou néomutation. Dans cet arbre généalogique, on constate qu'un enfant malade a ses deux parents qui sont sains. Pourtant, c'est une maladie dominante, autosomique dominante. Alors, l'explication à cela, c'est que les gamètes de l'un des deux parents a subi une mutation. Alors, un parent qui est petit a va donner obligatoirement des gamètes qui sont tous des petits a. Il arrive parfois qu'il y ait une mutation au niveau de l'un des deux gamètes, et donc un gamète qui à la base est petit a va muter en grand A. Et l'union des gamètes donc va donner un individu qui est hétérozygote grand A petit a. Par la suite, dans la descendance de ce sujet, on retrouve les caractéristiques de la transmission autosomique dominante typique. C'est-à-dire, une fois que la mutation est installée, elle se retrouve ensuite, elle se transmet comme une maladie autosomique dominante typique pour le reste de la descendance. Il faut savoir que pour certaines maladies, la proportion de néomutation est très élevée. C'est le cas de l'achondroplasie sur laquelle on reviendra, qui à 80% des cas est une néomutation, et aussi la neurofibromatose de type 1, qui à 50% des cas est une néomutation. Alors l'achondroplasie est la forme la plus courante du nanisme chez l'homme. Elle se caractérise par une petite taille, en général 1,20 m chez la femme et 1,30 m chez l'homme. Elle est associée à des déformations squelettiques modérées et le développement intellectuel des individus est parfaitement normal. L'incidence de cette anomalie est d'environ 1 sur 25 000 naissances vivantes dans le monde, et elle est due à une mutation au niveau du gène du récepteur 3 du facteur de croissance, qui est localisé sur le chromosome 4. Plus de 98% des sujets atteints ont une anomalie unique qui consiste en une substitution d'un acide aminé, la glycine, par l'arginine. C'est-à-dire qu'au niveau de la protéine, vous avez une seule substitution qui est le remplacement de la glycine par l'arginine. Et cette mutation est causée par une transition d'une G en A ou bien d'une transversion d'une guanine en cytosine. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 80% des cas, c'est une néomutation, c'est-à-dire que les parents ont une taille normale et l'enfant est né avec une achondroplasie. Bon, la deuxième particularité de l'hérédité autosomique dominante, c'est la pénétrance incomplète. Si on regarde bien cet arbre généalogique, on constate qu'on a deux enfants qui sont malades et leurs deux parents sont sains. Mais si on regarde plus loin, on constate qu'ils ont un grand-père qui est malade. La maladie est donc obligatoirement passée par ce parent-là. Ce parent-là est sain, mais son génotype porte l'allèle de la maladie. C'est ce qu'on appelle une pénétrance incomplète, c'est-à-dire que l'individu porte l'allèle de la maladie, mais il ne l'exprime pas.
Alors, on parle de pénétrance complète de 100% quand tous les sujets porteurs de l'allèle muté expriment la maladie. On parle par exemple d'une pénétrance de 80% lorsque un individu qui porte la maladie a 80% de risque d'être malade. Et on parle d'une pénétrance de 20% quand un individu, par exemple, porteur de la mutation a 20% de risque d'être malade. Alors, dans un arbre généalogique, on a l'impression que la maladie saute une génération et on appelle ceci un saut de génération parfois. Ici, vous avez un deuxième exemple de pénétrance incomplète. Donc, si on regarde la figure par ce côté-là, on constate que chaque enfant malade a un parent qui est malade. Mais si on regarde par ce côté-là, on constate qu'on a un enfant, le 4-12, qui est malade, son père est sain et son grand-père est malade, puis son arrière-grand-père est malade à son tour. Ce qui veut dire que la maladie est obligatoirement passée par le 3-11 et le 3-11 a un génotype qui porte l'allèle muté. Mais il est sain parce que la pénétrance est incomplète. Et dans ce genre de situation, seul un test moléculaire peut donner une réponse précise sur la présence de l'allèle muté ou pas. Et on peut se poser la question pour tous les individus hétérozygotes qui sont sains ici, on peut se poser la question pour tous les individus sains qui ont un parent malade. Par exemple, celui-là, le 2-1, le 2-4 aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont réellement sains, petit a, ou bien est-ce qu'ils sont sains, mais de génotype malade hétérozygote. L'expressivité variable, c'est la troisième particularité des maladies autosomiques dominantes. L'allèle muté va s'exprimer par des signes cliniques différents en nature et en gravité. Bon, il ne faut pas confondre avec la pénétrance, car ici la maladie s'exprime à chaque fois, mais son intensité est variable d'un individu à l'autre. L'exemple typique, c'est la neurofibromatose de type 1. C'est une mutation qui est causée par un gène situé sur le chromosome 17. Elle a une incidence de 1 sur 3500 et elle a une pénétrance incomplète. Ici, on a dans ces trois figures, on a le même génotype exactement chez les trois individus de cette figure. Pour le premier, on a une atteinte qui est très modérée, avec juste quelques taches. Ici, on a des nodules assez importants pour le deuxième. Et ici, on a un neurofibrome dermique, enfin des neurofibromes dermiques qui sont très nombreux et qui sont défigurants pour l'individu. Donc, trois symptômes différents pour un même génotype. Alors, la quatrième particularité, ce sont les mosaïques gonadiques. Alors, au niveau de ces mosaïques gonadiques, on les suspecte à chaque fois qu'on a 2 enfants ou plus qui sont atteints alors que les deux parents sont sains. Ce qui est le cas ici, vous avez 2 enfants atteints et les parents sont sains. Alors l'explication, c'est que les 2 parents sont porteurs d'un clone de cellules germinales qui portent la mutation
Donc c'est une mosaïque germinale. Alors un des parents a dû subir une mutation somatique post-zygotique au niveau d'une cellule germinale et il en résulte une mosaïque avec des cellules germinales normales qui vont donner donc des individus qui sont normaux et des cellules germinales porteuses de la mutation qui seront à l'origine donc d'un enfant qui sera malade. Voilà. La dernière particularité des maladies autosomiques dominantes est l'anticipation. Alors on parle d'anticipation quand l'âge d'apparition de la maladie est de plus en plus précoce au cours des générations et ou que les symptômes augmentent en intensité au fil des générations. Ce phénomène concerne les maladies à expansion de triplés qu'on a vu au début du cours sur les mutations et c'est ce qu'on appelle aussi les mutations instables. Plus le nombre de triplés augmente, plus l'âge d'apparition est précoce et plus la sévérité de la maladie augmente. Alors ici, c'est un exemple de maladie à expansion de triplés. On a 3 formes de la maladie, une forme qu'on appelle néonatale, une forme adulte et une forme asymptomatique qui a lieu très tard. Alors, si on regarde ici, on a un enfant qui va naître avec une forme qu'on appelle néonatale ou congénitale, c'est-à-dire qu'elle apparaît dès la naissance, alors que cet enfant n'a aucun parent ni grand-parent malade. Alors, plus tard, quelques années plus tard, la mère de cet enfant va développer la forme adulte de la maladie. C'est une forme qui a lieu plus tard et qui est moins sévère que la forme congénitale. Beaucoup plus tard encore, le grand-père développe une forme qui est très discrète et qui est asymptomatique et elle est très tardive. Donc la sévérité de la maladie est de plus en plus grande au fur et à mesure des générations et de même que l'âge d'apparition de la maladie est de plus en plus tôt au fur et à mesure de l'avancement dans les générations. Alors un des exemples de cette maladie est la dystrophie myotonique de Stener. C'est une maladie qui atteint principalement les muscles avec donc un relâchement après la contraction et un affaiblissement musculaire avec une diminution du volume du muscle. Alors c'est une maladie à expansion de triplet et c'est le triplet CTG qui est concerné. Ce triplet se répète entre 5 et 37 fois de manière tout à fait normale. Ensuite, quand la répétition dépasse 37, c'est-à-dire en 38 et 49, la personne est dans une phase de pré-mutation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes chez la personne, mais qu'il y a des risques chez la descendance. Un risque de transmission instable donc chez la descendance. Ensuite, on a la forme légère, entre 50 et 150 répétitions, la forme classique, entre 100 jusqu'à 1000 répétitions, et la forme congénitale assez sévère qui se caractérise par un nombre de répétitions qui dépasse les 1000. Une photo ici qui montre 3 générations. Donc l'enfant est atteint de myopathie de Stener, c'est la forme sévère de la maladie, et cet enfant compte 1500 répétitions du triplet CTG. Ensuite, vous avez la mère
qui développe une forme adulte classique. Et elle a en 300 répétitions. Puis, vous avez la grand-mère qui, jusqu'à l'âge de 64 ans, n'a rien du tout et va développer ensuite une cataracte, donc une maladie des yeux. Elle a 70 répétitions.